Salut à tous et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour quelques nouvelles scientifiques. Je vous propose cette semaine de nous intéresser à des rats chatouilleux quand ils sont bien lunés, des écureuils porteurs de la lèpre en Grande-Bretagne, une prothèse électronique permettant à des singes paralysés de remarcher, et puis c'est enfin le grand départ pour le spationaute français Thomas Pesquet. Certains phénomènes physiologiques demeurent très mystérieux. Prenez par exemple le chatouillement. Pourquoi les chatouilles font-elles rire ? Pourquoi certaines parties du corps sont-elles plus sensibles que d'autres ? Et pourquoi ne rit-on pas quand on se chatouille soi-même ? Pour répondre à ces questions, les chercheurs se sont intéressés aux rats. Car oui, ces animaux sont particulièrement chatouilleux. Les rats ne sont pas simplement sensibles aux chatouilles, ils les adorent. Un chatouillis sur l'arrière-train ou le ventre, et l'animal émet une vocalisation, certes inaudible pour l'oreille humaine car appartenant aux ultrasons, mais il est possible d'en avoir un aperçu en modifiant les fréquences sonores. Si vous leur titillez le cou, les rats se mettent littéralement à bondir de plaisir. Loin d'être traumatisés par ce traitement, ils en redemandent aussitôt. Mais comme les humains, les rats doivent être dans de bonnes dispositions pour que les chatouilles soient efficaces. Lorsqu'ils sont stressés, les chatouillis ne les font plus rire du tout. C'est le cas notamment lorsqu'on les place au sommet d'une plateforme, comme ici. C'est sur la base de ce modèle animal particulièrement convaincant que les chercheurs ont pu étudier les mécanismes cérébraux mis en place dans ce phénomène physiologique apparemment lié au jeu. Ils ont notamment identifié des régions très actives dans le cortex somatosensoriel. En stimulant artificiellement ces régions, les scientifiques ont d'ailleurs pu provoquer l'équivalent d'un rire sans qu'aucun chatouillement ne soit nécessaire. Encore un peu de patience, et on saura bientôt peut-être à quoi servent les chatouilles. On considère encore trop souvent la lèpre comme une maladie appartenant au passé. Pourtant, avec 220 000 nouveaux cas rapportés chaque année, elle demeure un problème de santé publique pour de nombreux pays du Sud. Mais alors que l'Europe semblait épargnée, la maladie vient d'être identifiée en Grande-Bretagne chez des écureuils. On a longtemps pensé que la lèpre ne se transmettait que d'être humain à être humain, notamment parce que les scientifiques ont toujours échoué à cultiver sur des animaux les bactéries responsables de cette maladie très invalidante. Mais en étudiant plus d'une centaine de cadavres d'écureuils roux retrouvés dans les îles britanniques, des biologistes ont pu identifier plusieurs dizaines d'animaux porteurs de la lèpre, notamment en Écosse, en Irlande et dans le sud de l'Angleterre. Ceux retrouvés sur l'île de Brownsea ont été infectés par la bactérie Mycobacterium leprae, le plus ancien pathogène associé à la maladie. Une découverte inattendue pour les chercheurs, car la lèpre a été éradiquée des îles britanniques il y a plusieurs siècles, ce qui démontre qu'un agent pathogène peut persister dans l'environnement longtemps après son élimination du réservoir humain. Certains des écureuils étudiés abritaient aussi Mycobacterium lepromatosis, une autre forme de lèpre identifiée seulement en 2008. L'analyse génétique des souches incriminées montre qu'elle se rapproche de celle responsable des épidémies qu'a connues l'Europe au Moyen-Âge. Il s'avère donc que les écureuils constituent un réservoir solide pour la maladie. Les chercheurs soulignent cependant que les risques de transmission à l'homme sont très faibles. Vous le savez sans doute, lorsque la moelle épinière est endommagée, l'influx nerveux provenant du cerveau ne peut plus parvenir aux muscles situés en dessous de la lésion, ce qui s'accompagne de paralysies graves, des paraplégies ou des tétraplégies. Pour l'heure, la chirurgie ne permet pas de réparer ces lésions. Malgré tout, grâce à une interface électronique conçue en partie par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, une équipe internationale vient de réussir à faire remarcher un singe paraplégique. C'est la revue Nature qui vient de l'annoncer. En juin 2015, un singe blessé à la moelle épinière a pu reprendre le contrôle de sa jambe paralysée grâce à une interface électronique faisant la jonction entre son cerveau et la zone lésée. Concrètement, le cerveau de l'animal est équipé d'une sonde capable d'interpréter l'activité cérébrale en temps réel. Lorsque le singe décide de marcher, l'information émise par le cerveau est analysée par le système électronique, puis transmise, grâce à une connexion sans fil, à un récepteur placé sur la moelle épinière en dessous de la lésion. Le signal est ainsi relayé jusqu'au muscle de la jambe qui reprend alors son mouvement naturel. Ce n'est pas la première fois qu'une interface électronique commandée par le cerveau permet de restimuler une zone paralysée. Mais l'originalité de ce nouveau système tient au fait qu'il mime le fonctionnement naturel du système nerveux et ne demande donc aucun apprentissage. Pour le singe, le simple fait de vouloir marcher déclenche naturellement le mouvement de la jambe. De nombreux défis restent malgré tout à relever et il faudra encore plusieurs années avant que tous les composants de cette solution puissent être testés chez des êtres humains.
Et puis c'est bientôt le grand jour pour le spationaute français Thomas Pesquet. C'est en effet le 17 novembre prochain que le Normand de 38 ans prendra place à bord d'un vaisseau Soyouz afin de rejoindre la Station spatiale internationale pour une mission de longue durée. Dans l'attente du grand départ, Thomas Pesquet est actuellement confiné en zone de quarantaine au cosmodrome de Baïkonour avec ses deux collègues de mission, le russe Oleg Novitsky et l'américaine Peggy Whitson. Celle-ci fait partie des astronautes les plus expérimentés de la NASA puisqu'elle a déjà effectué 2 missions et totalise 376 jours dans l'espace ainsi que 6 sorties extravéhiculaires qui ont duré au total plus de 39 heures. Si aucun contretemps ne vient perturber le calendrier, les 3 équipiers s'envoleront le 17 novembre pour l'ISS où ils rejoindront les 3 astronautes déjà en place, 2 Russes et un Américain. Au cours de cette mission de 6 mois baptisée Proxima, le Français contribuera à une 60aine d'expériences scientifiques conçues par l'ESA et le Centre national d'études spatiales. Ces expériences viseront notamment à faire avancer la connaissance du corps humain, la physique et la biologie, et à démontrer de nouvelles technologies à bord de la Station spatiale internationale. Nul doute que nous reviendrons sur la mission au cours des mois qui viennent. En attendant, je vous invite à consulter cette semaine sur Universcience TV l'interview de Thomas Pesquet réalisée peu de temps avant son départ pour le cosmodrome de Baïkonour. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.